Bonjour à tous, voici un numéro de plus de la revue de la semaine. Depuis la dernière fois, la chaîne YouTube qui porte ces revues est devenue la première chaîne politique du pays. Alors ce n'est pas encore les chiffres des médias officiels, audiovisuels, mais enfin, petit à petit, on avance, et ça donne le moyen d'une expression libre, en tout cas qui ne passe pas par le filtre calamiteux des médias officiels. Bon. Merci pour les conseils, les recommandations. On a essayé d'en tenir compte tout le long et jusqu'à la dernière où on m'a dit « Ah ben, il ne faut pas mélanger la revue de la semaine avec vos autres messages, donc faites pas le même décor. » Donc, ok, on ne fera pas le même décor, mais c'est évident que j'ai besoin, moi, de cet instrument pour m'exprimer en cours de route, car j'ai plus le temps disponible d'écrire autant que je pouvais le faire dans le passé. Donc, et j'écris et je m'exprime par vidéo. Bon, on essaye d'organiser tout ça. Merci à tous pour l'effort qui a été fait. Et puis, c'est une petite victoire que nous remportons là, et à la fin, ça fera une très grande victoire, vous allez le voir. Alors, je commence ma revue de la semaine par un événement qui m'a concerné. Je me suis exprimé devant l'ONU. Et le sujet, c'est un mandat qui est donné par l'ONU sur la base d'une initiative venant de l'Équateur et de l'Afrique du Sud. Et ce mandat, c'est « Faites-nous un traité contraignant les multinationales et les transnationales à respecter les droits humains, donc sociaux et environnementaux. » C'est très important parce que ça fait 40 ans que l'idée d'imposer un traité contraignant à des multinationales est dans l'air et dans les travaux de l'ONU. Et à chaque fois, les Nord-Américains et les puissances européennes se sont arrangés pour qu'il n'y ait pas de contraintes. Alors des déclarations générales, ça oui, tant que vous voulez. Un appel au volontariat, à la bonne volonté, tout ça, tant que vous voulez. Mais de contraintes, jamais. Et là, honnêtement, quand la proposition de l'Équateur et de l'Afrique du Sud est arrivée à l'ONU, les puissants se sont dit, bon, ils n'ont pas fait attention, autant qu'ils auraient dû le faire. Mais il y a eu une très bonne action de la diplomatie équatorienne et d'Afrique du Sud qui a réuni une majorité. Alors là, stupeur, patatras, voilà un mandat qui est donné. Et aussitôt s'est constitué un groupe de travail. Un groupe de travail à l'ONU, c'est une structure très officielle qui prépare la rédaction du traité en question. Alors ça a commencé tout de suite furieux. Les Nord-Américains sont venus, on dit « Ah ben nous, on ne participera pas à ce truc-là ». Et puis d'abord, pour trouver un prétexte, ils ont montré du doigt la présidente du groupe de travail, Madame Maria Fernanda Espinosa, qui est une ex-ministre de la Défense de l'Équateur. L'Équateur, vous savez, c'est un petit pays extrêmement courageux qui a participé à la vague des révolutions démocratiques en Amérique latine. Alors bon, pour les Nord-Américains, tout ça, c'est l'horreur en personne. Donc ils ont fait une chose incroyable, en disant « Ah ben, tant que c'est vous qui présidez, nous on ne vient pas ». Alors les autres ont dit « Mais attendez, c'est pas vous qui décidez, qui préside. Il y a 197 nations qui donnent leur avis ». Bon, c'est pour dire que ça a démarré fort. Naturellement, les caniches européens, dès que les États-Unis ont froncé les sourcils, hop, ils ont quitté la salle avec eux. Il restait que les Français qui regardaient à la Hollande, vous voyez. Un coup oui, tu m'as vu, un coup non, tu m'as pas vu. Bon. Et le groupe de travail a continué à son office, en écoutant, en faisant des auditions, en préparant des textes. Alors là, c'était la deuxième session. Toujours pas d'États-Unis là, mais retour de l'Europe et des Français. Alors, que veulent-ils, ces braves gens? Eh bien, ils ont obtenu qu'on rajoute les multinationales, les transnationales, et, demandent-ils, toutes les entreprises. C'est pas extraordinaire, ça? Voilà des gens qui ne veulent pas d'harmonisation sociale dans leur propre espace, mais qui voudraient en faire une pour toute la planète. Donc vous avez compris, c'est une espèce de débordement par la gauche. Ils en demandent plus que tout le monde. Naturellement, c'est la meilleure manière de tout enterrer. La vérité, c'est que nous avons intérêt à cibler les multinationales, les transnationales, parce que c'est elles qui posent le problème. Quel problème? C'est qu'elles ne dépendent d'aucun droit. Une entreprise nationale, elle dépend du droit national, mais une multinationale, elle fait ce qu'elle veut. Et surtout, depuis une décennie, ou deux d'ailleurs, et même trois, pardon, le temps passe, puisque moi j'en ai parlé la première fois en 1991, je dénonçais ça, les tribunaux privés. Alors quand deux multinationales avaient un problème entre elles, elles n'allaient pas voir un tribunal d'un État quelconque, elles s'étaient créées des tribunaux privés, qui arbitraient entre elles sur la base d'un composé de droit anglo-saxon la plupart du temps. Alors, ils se sont dit, puisque ça fonctionne, dorénavant, on va imposer ça aux États. Et les transnationales et les multinationales font des procès aux États devant ces tribunaux privés, sur la base que je vais vous résumer par une anecdote. Une transnationale dit « Ah ben nous, on avait prévu de faire tant de millions de cigarettes,
Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que tout d'un coup, vous avez inventé une législation anti-tabac, alors nous, on perd de l'argent, vous nous le devez. Ce que je vous raconte là, c'est pas une histoire que j'invente, c'est ce que fait un cigarettier à l'État australien. Donc vous voyez la puissance. Alors elle est double. Première puissance, c'est que le chiffre d'affaires de ces transnationales est supérieur de plusieurs fois à toute la richesse que produisent de nombreux États. Donc, quand ils arrivent, ils ont des moyens que les autres n'ont pas. Et ils peuvent demander un dédommagement qui peut ruiner un État, qui peut le ruiner, le mettre à genoux. Donc, premier effet, ils obtiennent des sommes monstrueuses, et des fois, ils obtiennent des décisions incroyables. Par exemple, au Canada, ils ont fait un procès à l'État canadien, parce que l'État canadien avait décidé d'interdire le fait qu'on rajoute un produit dans l'essence. Ce produit est considéré comme dangereux par l'État canadien, pour la santé des Canadiens et pour les moteurs. La multinationale a fait un procès à l'État canadien, elle a gagné. Non seulement l'État canadien a dû lui payer un dédommagement sur ce qu'elle n'a pas pu vendre comme produit chimique, mais en plus, il a dû renoncer à sa législation qui interdit la jonction de ce produit chimique dans l'essence. Vous avez compris? Ça veut dire qu'ils ont la capacité, par leur puissance financière, de mettre à genoux, y compris des grandes nations. Ça, c'est le premier effet. Mais le deuxième effet est plus pervers. C'est qu'au moment où vous allez voter une loi, bon, on vous dit, ah, mais faites pas ça. Parce que si vous faites ça, vous allez avoir telle ou telle multinationale sur le dos qui va venir et porter plainte. Donc la peur de la plainte portée retient la main du législateur et peut dire, par exemple, on ne fait pas une loi anti-cigarette parce qu'on va se ramasser le lobby cigarettier sur le dos. Ou on ne va pas, par exemple, comme les Allemands l'ont fait, on ne va pas sortir du nucléaire parce qu'on va avoir les transnationales du nucléaire sur le dos, etc., etc. Vous voyez, c'est des questions tout à fait essentielles. Et elles tombent, c'est à la réunion de ce groupe de travail, la même semaine que justement, pendant laquelle justement, la Wallonie a refusé le traité de libre-échange avec le Canada. Le fameux CETA, ça s'appelle comme ça, C-E-T-A. Ce traité de libre-échange, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, parce que je suis allé au Canada une première fois pour faire un peu la tournée des popotes et parler avec tout le monde, pour voir comment eux le voyaient du côté des progressistes, c'est-à-dire des syndicats, des associations de défense de l'environnement, le Parti québécois et les autres formations de la jeunesse et les autres formations politiques de la nouvelle génération, qui, elles, sont toutes opposées au CETA, sauf le Parti indépendantiste, avec un argument qu'avec les sociodémocrates, pour trouver des idées pareilles, nous ont dit, ah ben nous, on est pour le CETA parce que ça va désenclaver l'économie du Québec et l'ouvrir sur le monde. À mon œil, comment est-ce qu'on peut oser se dire indépendantiste et puis la seconde d'après renoncer à son indépendance pour la donner à des tribunaux d'arbitrage? J'y reviens. Le cœur du traité CETA, à part le fait qu'il n'y a pas de garantie environnementale ni sociale sérieuse, mais le cœur, c'est à nouveau ces fameux tribunaux d'arbitrage. Donc les gens les plus conscients sur la planète se rendent compte que accepter l'existence de tels tribunaux, l'inclure dans des traités et donc leur donner un rôle supérieur à toutes les législations nationales, c'est un changement dans l'histoire du monde, parce que c'est la fin de l'histoire de la démocratie. Si vous acceptez que des gens ne participent d'aucune législation, sinon celle qui les arrange, eh ben c'est un recul, comme je l'ai dit à l'ONU, vous regarderez mon discours, je dis c'est un recul de la civilisation humaine, parce que ce qu'on appelle la civilisation humaine, c'est justement de faire des lois qui s'appliquent à une population et à un territoire. Alors, les Wallons ont refusé. Alors, pendant 2 jours, nous étions tous extrêmement enthousiastes. Et c'était doublement enthousiasmant. D'abord parce que ça venait de la Belgique, donc c'est pas un État secondaire. En Europe, c'est les fondateurs de l'Union européenne. En bis, ça venait des Wallons, qui sont quand même occupent une place particulière dans notre affection, nous les Français. Et puis, troisièmement, parce que ça montrait qu'un seul pays pouvait tout bloquer. Donc, sous-entendu, pourquoi le nôtre ne le fait pas? Surtout que M. Magnette en Wallonie est un social-démocrate et que François Hollande, il prétend être un social-démocrate. Alors pourquoi le social-démocrate wallon trouve ça pas bon et a le courage avec sa province de tout bloquer, et l'autre qui est le président d'un très grand pays, de la deuxième puissance économique de l'Union européenne, lui il n'a rien à dire, il trouve ça parfait. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais tous les beaux esprits qui, dans le Parti socialiste, s'opposaient au traité avec les États-Unis d'Amérique, quand il s'agissait de celui avec le Canada, alors là, ils trouvaient ça plus sympa. Ils ont mis un temps fou à réagir. Pas de peau. Quand ils réagissent, patatras, la social-démocratie wallonne, pouf, a cédé, quoi, a craqué. Donc, rappelez-vous bien de ça. Quoi qu'ils vous disent, ils cèdent. Rappelez-vous bien de ça. Quoi qu'ils vous disent, ils finissent par céder.
Et moi, je ne céderai jamais. Il faut bien que vous compreniez que c'est l'enjeu de la prochaine élection. Parce que dans la prochaine élection, sera mis à l'ordre du jour la confirmation de CETA et le traité avec les États-Unis d'Amérique. Celui ou celle que vous allez élire est la personne qui devra dire au nom de la France, oui ou non on ratifie ou on ne ratifie pas. Et moi je vous préviens, je ne ratifierai pas si vous m'élisez, je ne ratifierai pas, et rien ne me fera céder. Celui-là a cédé, et bien voilà, il faut en tirer toutes les leçons. Alors il dit, oui, nous avons obtenu, le temps que je vous explique ce que c'est, on fait une émission entière. Il a obtenu que le tribunal d'arbitrage ne s'appliquera pas pendant la période intermédiaire où le traité s'appliquera sans qu'on l'ait pourtant décidé en Europe, parce que figurez-vous qu'on en est rendu là. Il y a des traités qui s'appliquent avant même qu'on les décidé en Europe. Si vous n'avez pas compris ce coup-là, ce qui est devenu l'Union européenne comme camisole de force des peuples et machine à faire la guerre au nom des multinationales et des transnationales, moi je renonce à expliquer quoi que ce soit, parce qu'à la fin ça finit par être fatigant. Est-ce que vous comprenez que dorénavant, si on applique ces traités-là, ce sont les multinationales et les transnationales qui font ce qu'elles veulent, et vous n'avez plus aucun recours contre elles. Et vous aurez des gouvernants qui seront comme des poules mouillées à l'idée de voter quelques traités ou quelques lois que ce soit, avec un avantage social, parce que vous aurez toujours une multinationale pour dire « c'est nous que ça dépossède ». Bon, alors les gens, cette affaire, vous voyez, vous avez les deux volets. Le côté CETA, TAFTA, Union européenne, c'est le libre-échange mondialisé, la primauté, la concurrence libre et non faussée, les marchandises qui circulent de l'autre côté. Et l'autre aspect, c'est ce fameux traité contraignant qui est en discussion dans un groupe de travail à l'ONU, à l'initiative de deux pays, l'Équateur et l'Afrique du Sud, c'est-à-dire l'Afrique du Sud qui est un État africain, c'est-à-dire qui est à l'endroit où l'histoire de l'humanité a commencé, et de la civilisation, hein, parce que c'est en Afrique que tout ça a commencé, et de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire l'endroit où l'univers s'est globalisé par la rencontre, enfin le dernier territoire qui a permis que se rencontrent les deux grands mouvements, l'Asie et l'Europe, au détriment des malheureux qui se trouvaient là. Tout le monde s'en souvient. Mais je trouve ça tellement symbolique, tellement fort, tellement parlant, que je voulais à tout prix l'évoquer dans cette revue de la semaine.